Merci beaucoup et merci pour cette opportunité. Quelquefois, c'est un peu vertigineux parce que j'en parlais avec mes collègues. On a l'impression que les questions se posent, se reposent. Bien sûr, on a avancé dans les connaissances, mais ça fait 25 ans, c'est triste, mais ça fait déjà 25 ans qu'on est un peu dans le domaine. Et bon, c'est quelquefois un petit peu vertigineux de voir les effets de balancier, en particulier quand on reparle de cette dichotomie entre les âgés et les jeunes. Mais bon, voilà. Alors, la question, c'est en quoi est-ce que ça peut soulager également d'avoir un diagnostic, et notamment un diagnostic différentiel? Alors, je l'ai déjà dit, je réinsiste un peu là-dessus. Je vais parler que des personnes qui viennent volontairement consulter dans une consultation mémoire, et a fortiori, ce que je connais moi, c'est les centres mémoire de ressources et de recherche, sachant que nous faisons aussi, bien sûr, une consultation de proximité et qu'on n'a pas que des gens qui viennent parce que c'est le centre hospitalier universitaire, mais parce que c'est une consultation mémoire. Et la première chose que les gens se posent comme question quand ils viennent, c'est est-ce que les troubles que je ressens sont normaux? Et le fait pour répondre à cette question, il faut évidemment les examiner soigneusement, de faire un examen un peu détaillé, de pouvoir. On ne peut pas répondre à la légère. Ah oui, ça m'a l'air normal ou ça ne m'a pas l'air normal. Il faut poser des questions un peu précises et évaluer de façon à expliquer que ce qu'on va chercher, c'est si, grosso modo, les tests, si on les fait, sont dans les normes, c'est-à-dire que autour d'une moyenne et qui peuvent être en dessous de la moyenne, et ça ne veut pas dire que c'est anormal, ou au-dessus de la moyenne, et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas perdu quelque chose, parce que ce qui va compter aussi, c'est un petit peu le délai, le temps, et de voir comment ça va évoluer. Donc, le fait d'être écouté, de venir consulter, en tout cas, pour moi, c'est important que ce soit quelque chose qui rassure, au contraire d'inquiéter, et donner confiance en se disant « Ah bon, ben ça va, je suis tombée a priori dans le lieu où je vais pouvoir avoir un certain nombre de réponses. » Donc, est-ce que c'est anormal? Oui, si c'est anormal. Bon, généralement, les patients sont « Ah bon, eh bien, si c'est anormal, c'est bien ce que je pensais. » On va chercher une cause, parce que les deux autres questions, c'est quelle est la cause? Est-ce que ça peut s'améliorer ou est-ce que ça va s'aggraver? Est-ce qu'il y a des traitements? Si ça doit s'aggraver, est-ce qu'il y a des traitements pour arrêter les choses? Et si on dit non, ah non, ben non, vos performances sont dans les normes, on peut quand même rassurer en disant, en tout cas, ça n'est pas en dessous de la moyenne, ce n'est pas en dessous de ce qu'on s'attend pour votre âge et votre niveau d'études, ou en tout cas, ça n'est certainement pas en lien avec une maladie dégénérative, mais vous avez des raisons pour lesquelles vous avez ces symptômes, ces choses qui vous perturbe, et on va trouver la cause. Enfin, on a déjà des idées et on va vous traiter pour la cause qui n'est pas une maladie neurodégénérative. Je n'ai pas le temps de détailler, mais c'est quand même important. Ça peut être juste des lésions vasculaires, ça peut être des questions métaboliques, ça peut être un trouble, un syndrome d'apnée du sommeil, par exemple, qui va donner des troubles de rappel, des troubles attentionnels qui vont être évidemment très gênants, des diagnostics différentiels même de la maladie dégénérative. Et si c'est peut-être, c'est-à-dire que bon, vos plaintes sont préoccupantes, vos tests sont limites, est-ce que vous voulez aller plus loin? En tout cas, je peux vous rassurer, pour l'instant, ça n'est pas le diagnostic que vous craignez, la maladie d'Alzheimer, par exemple, mais on propose de vous suivre, et le fait de proposer d'être suivi et d'être évalué éventuellement à distance peut être aussi rassurant. Alors, encore une fois, on ne peut pas annoncer brutalement un diagnostic. Il faut évidemment savoir ce que les gens ont dans la tête, pourquoi ils sont venus consulter, à quoi ils ont pensé, quelles sont les représentations surtout des diagnostics auxquels ils ont pensé, parce que souvent, par exemple, quand on pense à maladie d'Alzheimer, on a dans l'idée le stade terminal de la maladie d'Alzheimer. Et le stade terminal, c'est absolument pas le moment où ils sont là, et ça va pas galoper, et dès la semaine suivante ou dès les 3 mois qui vont suivre, ils vont être au stade terminal. On a une longue évolution, et c'est quand même ça qui est un peu encourageant, c'est de voir que, évidemment, ça peut faire peur de dire les premiers symptômes les premiers signes de la maladie sont là 15 voire 20 ans, les signes, c'est-à-dire des lésions, sont présents si on les cherche 15 ou 20 ans avant d'avoir les premiers symptômes. En même temps, c'est hyper rassurant dans le sens, si on est optimiste, ça nous laisse 15 ou 20 ans de fenêtre pendant laquelle on va pouvoir agir et éventuellement pouvoir stabiliser les traitements. Donc ça veut dire que si c'est un traitement, clac, il faut que ça marche dans la semaine, c'est
probablement plus difficile à trouver qu'un traitement où on a le temps de le voir agir avant d'avoir les premiers symptômes. Il faut savoir aussi pourquoi les gens ont besoin de savoir. Parce que c'est vrai que quelquefois, c'est pas qu'on a à juger des bonnes ou des mauvaises raisons, mais c'est exactement, surtout quand on est à un stade très très débutant, où on a juste des symptômes qui ne permettent pas de trancher vraiment sur le fait qu'ils entrent dans la maladie, c'est un peu comme un diagnostic présymptomatique. Il faut savoir les faire réfléchir enfin, qu'ils ne soient pas surpris, sidérés par l'annonce du diagnostic, mais qu'ils aient eu une forme de préparation. Et le fait d'avoir vu plusieurs intervenants aussi va les aider à exprimer peut-être des choses au fur et à mesure qu'on va avancer dans la démarche diagnostique qui ne doit pas être précipitée. En général, il n'y a pas d'urgence. On l'a vu, ce n'est pas complètement urgent. Je voudrais revenir sur le cas de la neuropsychologie, parce qu'on reproche assez souvent aux neurologues ou aux consultations mémoire de dire « oh là là, c'est traumatisant quand un malade vient ». Alors, je sais qu'il y a des neuropsychologues dans la salle. Ça va être affreux parce qu'on va leur casser le moral. On va leur dire « ah, ben ça, c'est pas normal. On va les mettre en échec ». Ils vont forcément ressentir une frustration terrible et puis ça va les précipiter dans l'échec. Je pense, je fais le défenseur des bons neuropsychologues qui ne mettent pas les gens en échec. Ils aident justement, ils vont avec tact et mesure repérer évidemment à quel moment les personnes sont en difficulté et ne vont pas insister sur les difficultés et au contraire revaloriser les capacités restantes et sur lesquelles il faut s'appuyer pour contourner les difficultés. Et cela, surtout au stade débutant de la maladie. Et il y a beaucoup de tests qui sont interrompus parce que justement, on voit que là, de toute façon, on a son renseignement. Le renseignement, et ça les mettrait en échec, donc on s'arrête. Donc évidemment, c'est un peu différent et ça pose aussi des questions. C'est un peu différent dans le cadre des protocoles où on nous oblige et on nous enregistre et on nous demande de plus en plus de nous enregistrer pour voir si on est très très standardisé dans la façon de faire passer les examens. Ça pose un peu une question, mais on en débattra peut-être une autre fois. Et puis, il faut préparer les hypothèses, en dire ni trop, mais ni pas assez non plus. Et ça, c'est vrai que moi, je suis sensible aussi au fait qu'on dise que c'est un art. Hein. C'est pas, il y a aussi une forme d'intuition, et on en a parlé beaucoup. C'est un dialogue, c'est-à-dire qu'il y a une interaction entre celui qui va annoncer, informer, et celui qui va recevoir la nouvelle et qui est le premier concerné. Voilà. Et puis, est-ce que ça va s'améliorer ou s'aggraver? Est-ce qu'il y a un traitement? Ben là, on ne peut répondre que si on connaît la cause. Alors, annoncer un diagnostic, s'il est préparé, s'il est fait au bon moment, s'il est, oui, encore une fois, préparé, souvent, le plus souvent, ça soulage le patient. Mais en revanche, c'est vrai que, et on l'a entendu hein, à travers les témoignages d'hier, ça accable souvent au moment où c'est annoncé, plutôt l'accompagnant. Et d'autant plus que le parcours a été long et compliqué, et c'est malheureusement le cas. Et a fortiori, on en reparlait aussi, a fortiori quand ce sont des personnes jeunes auxquelles personne ne pensait que ça pouvait être une maladie dégénérative. Et ça implique nécessairement, cette annonce, de proposer, c'est-à-dire c'est pas ça s'arrête là, on arrête. Cette annonce s'accompagne de propositions que les patients et les accompagnants ne vont pas toujours pouvoir entendre au moment de l'annonce. C'est pour ça qu'il faut impérativement suivre. Refixer un temps, et même dans le diagnostic présymptomatique, j'y reviens parce que c'est quand même une très très bonne expérience. On n'imagine pas laisser les gens, même avec une bonne nouvelle, même avec un résultat favorable, c'est-à-dire vous n'avez pas la mutation par exemple pour une maladie génétique. On continue à suivre les personnes et on va les revoir à distance parce que ça bouleverse quand même de recevoir une nouvelle comme ça. Et en général, ce qu'on a entendu, on l'a pas toujours, ça n'a pas toujours percuté. Donc, il faut proposer l'aide, le soutien. Et le soutien et tout ça, c'est adapté à la position particulière du patient à ce moment-là et à sa famille à ce moment-là. Et ce n'est pas du tout
c'est pas un catalogue d'aides qu'on va vous énumérer comme ça, parce que ça correspond, pour la plupart d'entre elles, ces aides vont pas du tout correspondre aux besoins de la personne à ce moment-là. On a vraiment besoin d'analyser les besoins de la personne et de son accompagnant à ce moment si précis. Et puis, il y a un engagement de suivi. Là, c'est pareil, il y a un débat même au sein des centres mémoire de ressources et de recherche. Est-ce qu'il faut suivre ou pas suivre les patients? Je pense qu'à Lille, on a tranché. Pour nous, on propose systématiquement un suivi. Et même si ce suivi est épisodique, parce que le suivi de proximité est fait par le médecin ou par le neurologue de proximité, on ne coupe pas. On ne dit pas non, c'est pas la peine, on ne vous revoit pas, vous allez être maintenant désormais suivi par le spécialiste. On essaie d'avoir de laisser la possibilité de revenir et d'être suivi par nous. Et c'est vrai que ça peut... Enfin, les neurologues libéraux ou les neurologues des autres centres hospitaliers peuvent le comprendre, que ce n'est pas une rupture. Et le fait aussi qu'on ait cette correspondance, même si on ne les revoit pas directement, mais qu'on sache ce qu'ils deviennent, qu'ils sachent qu'on met à jour leur dossier et que s'ils reviennent, on ne sera pas surpris de l'évolution qui s'est passée entre le moment où ils sont venus la première fois et le moment où ils reviennent. Il y a des propositions aussi de recherche clinique et surtout pour ces personnes qui n'ont pas encore un diagnostic établi et qui ne sont pas rares, même si ce n'est pas le cas le plus fréquent. La plupart du temps, on arrive à établir un diagnostic. Mais souvent, pas souvent, mais parfois, ce sont des patients qui ont des symptômes assez subtils et on ne peut pas trancher directement sur un diagnostic. Et ça, il faut prendre le temps de l'expliquer. Et aussi de proposer d'aller un peu plus loin pour ceux qui ne se contentent pas de dire, qui ne se contentent pas de recevoir simplement la description des choses et l'explication des symptômes. Ils ont besoin d'en savoir plus. Et c'est là qu'on peut proposer des examens complémentaires. Et ces examens complémentaires, on les fait que si on sait qu'il peut y avoir un bénéfice. On ne va pas les proposer si on les laisse avec encore plus d'incertitude après qu'avant. Donc ça, c'est l'importance des suivis et des cohortes. Et alors, ça m'a fait rire parce que hier soir, j'ai reçu la proposition de faire partie de la cohorte Constance. Et je me réjouis, je vais pouvoir moi-même entrer dans une cohorte et je verrai ce que c'est que de rentrer. J'ai été tirée au sort par hasard. Voilà, donc c'est... Expérience extraordinaire. Ah mais oui, très bien, mais ça m'a sincèrement réjoui. Et je me suis dit, en plus, je vais être bien suivie, parce que c'est vrai que les médecins, en général, c'est pas toujours ceux qui font les suivis les plus réguliers, donc c'est parfait. Moi, je suis vraiment ravie. Et comme je vous disais, il faut reprendre les éléments à distance, parce qu'en général, on a été un petit peu trop... On a donné trop d'informations, on veut donner toujours trop d'informations à un moment où on est déjà un peu percuté par les annonces qu'on a faites et pour des gens qui ne sont pas qui ne sont pas si bien préparés, c'est quand même un peu dur. Alors pour revenir au cœur du sujet sur le diagnostic différentiel, bon, moi j'ai listé, évidemment on pourrait faire aussi quels sont les inconvénients du diagnostic, mais je vous montre ce que je considère être un bénéfice, c'est de comprendre. La première chose, c'est de comprendre ce qui nous arrive. Et je reprends des exemples un peu triviaux. C'est que si vous avez mal au genou, si on vous dit on ne peut rien faire parce qu'on ne peut pas vous opérer, vous avez une insuffisance cardiaque terrible, vous avez des anticoagulants, bref, il n'y a pas un anesthésiste qui veut vous endormir, vous avez mal au genou. De savoir ce que c'est, de savoir pourquoi vous avez mal au genou, quels sont les mouvements qu'il faudra peut-être éviter de faire, etc. Malgré tout, ça vous soulage. C'est mieux que de dire je ne connais pas ma douleur, on apprivoise ces difficultés. Donc ça, comprendre, c'est important. De savoir exactement pourquoi on a ces ratés, comment on pourrait les contourner, comment on peut les compenser, les éviter, et puis... Alors pour les personnes qui vivent avec la personne qui se plaint de ces troubles, c'est comment se comporter, c'est-à-dire ne pas mettre les gens en échec. Je veux dire que le meilleur médicament le meilleur traitement pour une personne malade ou atteinte de maladie d'Alzheimer, c'est d'avoir un accompagnement favorable, qui est zen, qui finalement prend les choses... essaye de pas se dramatiser la maladie pour
rendre l'environnement serein. Et on en voit des gens qui accompagnent les malades avec beaucoup de quiétude, de sérénité. Et c'est vrai que je pense qu'ils sont moins malheureux l'un et l'autre. Donc, bien se comporter, c'est quelque chose qui nécessite de savoir précisément où ça va buter, quelles sont les choses que les patients sont parfaitement capables de faire, et ce qui va les mettre en difficulté pour prévenir tout ça. Pouvoir en parler. Il faut parler des mêmes choses. Il faut avoir les mêmes informations. On ne peut pas imaginer qu'il y en ait un qui sache et l'autre qui ne sache pas. Et un qui est compris et un qui n'est pas compris. Envisager les aides et les soutiens, c'est évidemment pas du tout la même chose. Les aides qu'on va proposer à un conjoint ou à une personne qui a une dégénérescence frontotemporale avec des troubles du comportement, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on va pouvoir proposer à quelqu'un qui a juste des troubles de mémoire et qui n'a aucun trouble du comportement. Et en plus, les personnes qui vont intervenir, évidemment qu'il faut qu'elles connaissent aussi la pathologie. On a un énorme effort de formation à faire pour qu'on ne dise pas des choses qui soient décalées. Et puis, les personnes aussi ont l'habitude, on l'a dit, soit ils regardent sur Internet ou autre, et quand ça ne correspond pas du tout à ce qu'on leur a dit, on leur dit c'est une maladie d'Alzheimer, mais bon, il ne se perd pas du tout, c'est quand même bien bizarre. Il reconnaît parfaitement les visages, il est bien orienté dans le temps. C'est bien bizarre pour une maladie d'Alzheimer. Par contre, il a des choses très curieuses. Il n'arrive plus à parler, ou il n'arrive plus il a un trouble du comportement social. Bon, il faut remettre en cause le diagnostic. Et on ne peut pas donner des explications si on n'a pas porté précisément le diagnostic. Bien sûr qu'il faut traiter à bon escient et que les traitements, bon, je ne vais pas rentrer dans le débat des traitements symptomatiques, encore une fois, ce sont des traitements symptomatiques dont on attend juste qu'ils déclinent un peu moins. Et ce n'est pas à titre individuel qu'on va se rendre compte qu'il y a un bénéfice, puisque de toute façon, dans le cadre d'une maladie neurodégénérative, ça décline. On utilise l'évidence-based médecine, c'est-à-dire le groupe en double aveugle contre placebo, et on voit s'il y a une différence. Si c'est, voilà, donc on nous a appris à tenir compte de ça. Bon, bref, dans ces traitements-là, il y en a certains qui sont délétères. Ils aggravent les troubles cognitifs de la dégénérescence frontotemporale. Donc les données pour une maladie d'Alzheimer, il y a un bénéfice, en tout cas observé dans les études en double aveugle contre placebo. Il y a un effet délétère dans la dégénérescence frontotemporale, dans ces mêmes essais en double aveugle contre placebo. Donc c'est quand même très important de ne pas donner les traitements qu'il ne faut pas. Bon, on l'a vu et tout le monde le sait, même si les neuroleptiques peuvent être temporairement relativement bien tolérés dans certains cas, ou en tout cas apporter une amélioration, c'est possible. Il y a des maladies comme les maladies à corps de Lévy où quand il y a une hypersensibilité, il n'y a pas que dans les maladies à corps de Lévy, il y a aussi dans certaines dégénérescences frontotemporales et même dans certaines maladies d'Alzheimer, une hypersensibilité, le malade ne sera plus jamais le même après avoir reçu les neuroleptiques. Il faut quand même réfléchir avant de les donner. Donc il faut quand même savoir s'il n'y avait pas une maladie à corps de Lévy. Bon, donc la recherche clinique, c'est pareil. On attend quand même d'avoir un diagnostic un petit peu pertinent, parce que sinon on va faire des cohortes complètement hétérogènes et on peut passer à côté des traitements. Je rappelle quand même que quand les premiers traitements comme la tacrine, en 1995, on avait tout juste un scanner comme examen complémentaire pour affirmer le diagnostic. Il y avait une grande partie, une beaucoup plus grande partie que maintenant, des patients qui n'avaient probablement pas la maladie d'Alzheimer, et cet effet symptomatique avait malgré tout été montré, parce que c'était symptomatique justement. Pour les traitements physiopathologiques, il va falloir être vraiment beaucoup plus précis, ça c'est sûr. Bon, bref, les diagnostics différentiels font que les symptômes sont différents, les comportements sont différents. Il faut comprendre que dans le cadre d'une dégénérescence frontotemporale, la perception des émotions sur les visages n'est pas perçue. Donc autant un patient Alzheimer va être très sensible aux traits de votre visage qui exprime de la tristesse ou de la colère ou de la contrariété, autant le patient qui a une dégénérescence frontotemporale, il est incapable de l'interpréter. Et ça veut dire que, bon, il faut comprendre que le fait de ne pas réagir à l'émotion exprimée du conjoint est dû à la maladie, et non pas au fait que le malade n'aime plus son conjoint ou parce qu'il ne peut plus l'exprimer. Il y a énormément de choses qu'on peut expliquer en expliquant les symptômes de la maladie.
Bon, la compensation, on l'a dit, hein, ce n'est pas les mêmes stratégies quand on n'arrive pas à retenir une information ou quand c'est juste le fait de la capter qui est difficile, qui est perturbé. Là, on mettra les personnes dans des conditions d'imprégnation des informations telles que ça sera plus facile pour elles de les retenir. Si c'est juste une question de stockage des informations qui se dégradent, bon, ça, malheureusement, ça ne va pas suffire pour compenser les troubles. L'attitude à adopter, ça je vous l'ai dit, hein, pour les conjoints. Et puis l'évolution, le pronostic n'est évidemment pas toujours le même. Et surtout, les événements, les choses qui peuvent se passer seront différentes en fonction d'une pathologie ou d'une autre. Bon, et les traitements, je vous l'ai dit, certains sont délétères. Donc, en tout cas, il faut garder en tête que les patients et les familles ont des sources d'informations qu'on n'a pas toujours, mais quelquefois c'est simplement l'exemple du voisin, de quelqu'un d'autre, et ils s'inquiètent de dire vous m'annoncez le même diagnostic que telle personne, et en fait je me rends compte que ça n'évolue pas ou qu'on n'a pas les mêmes symptômes. Donc, en tout cas, ça sera ma conclusion. Si la personne veut savoir, alors autant que le diagnostic soit juste et que l'information soit appropriée. Et que ça, c'est notre devoir, hein, vraiment notre devoir de compétence, mais aussi de remise en cause. Parce que ça, c'est un autre problème, mais qui est un vrai problème éthique pour nous, les professionnels des consultations mémoire, c'est que quelquefois, avec le suivi du patient, on remet en cause notre diagnostic. Et il faut aussi pouvoir transmettre ce doute qu'on peut avoir sur le diagnostic qu'on a pu donner sur des critères objectifs, mais qui, dans un nombre très infime de cas, mais quand même, ça peut arriver, il y a parfois une remise en cause. Voilà, je vous remercie.